Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'être là pour ce rendez-vous matinal autour de la soutenance de thèse d'Eliott-Ruiz. Je vous demanderai, s'il vous plaît, d'éteindre vos téléphones portables pour qu'on ne soit pas dérangé pendant la soutenance. Euh, je vais présenter les membres du jury de cette thèse, en commençant en priorité par les membres distants à Visio et les personnes qui sont ici. Donc, nous avons Emmanuel Enert, professeur à l'Université de Louvain, qui sera présent en visio et qui a été le rapporteur de cette thèse. Deuxième rapportrice, Anne Chenuil, directrice de recherche au CNRS à l'IMBE de Marseille. On a également en visio Cilia Agostini, de l'Université de Corse, où elle est maîtresse de conférence, première examinatrice de la thèse. Cécile Fauvello, directrice de recherche à l'UMR Entropie. Et donc, les co-encadrants de la thèse, Jacques Pansili et Fabien Leprieur, et moi-même, Pierre-Alexandre Gagnère, directeur de recherche au CNRS. Et donc, maintenant, ça va être à toi, Elliot. Tu as à peu près une quarantaine de minutes pour nous présenter l'exposé de tes travaux. Donc, on te laisse la parole. Merci. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus si tôt ce matin pour écouter ma thèse qui a été encadrée par Jacques Pamphili, Fabien Leprieur et Camille Albouy et qui a porté sur l'importance pour la connectivité marine des traits dispersifs et des comportements des larves de poissons. Ah, je vais passer comme ça. Hop. Donc, les poissons marins sont menacés par un panel de menaces très diverses, donc qui va de la surpêche jusqu'à la perte d'habitat en passant par le changement climatique, les épidémies, la pollution, l'introduction d'espèces invasives, mais également la fragmentation entre les populations. Cette fragmentation, elle a un effet qui est moins connu, mais qui est pourtant vraiment sévère sur les populations, puisqu'en fait, elle va les isoler les unes des autres et donc créer une forte consanguinité, un plus fort risque de mutation délétère, d'extinction locale, de compétition familiale, etc. Donc, pour mitiger tous ces impacts, la surpêche, le changement climatique, la perte d'habitat, on peut utiliser des aires marines protégées qui, en plus, lorsqu'elles sont utilisées, quand elles sont mises en forme sous la forme d'un réseau, elles vont permettre de réassurer, si ce réseau est correctement mis en place, la connectivité entre les populations. Ce qui va non seulement permettre d'échanger des adaptations, si elles sont apparues dans une certaine population au reste du réseau, d'obtenir une meilleure résistance aux maladies, au changement climatique, et également de minimiser le risque d'extinction, puisqu'une population sera réalimentée par toutes les autres populations. Ce flux d'individus, il est principalement assuré chez les poissons osseux par la phase larvaire qui se déroule principalement en haute mer, donc on dit pélagique, et qui va se dérouler à plusieurs milliers de mètres des côtes, tandis que, à l'inverse, pour les adultes, la plupart de ces mêmes familles ont un périmètre de dispersion qui va être très faible à l'échelle de leur vie, de l'ordre du mètre ou du kilomètre. C'est ce qui explique pourquoi est-ce que chez les poissons osseux, on a des aires de distribution qui sont généralement beaucoup plus grandes que chez les poissons cartilagineux benthiques, chez qui il n'y a pas de stade larvaire. De plus, on a un stade larvaire chez les poissons qui possède des capacités de nage à la fin du stade larvaire qui sont très élevées, que ce soit en le mesurant en laboratoire ou in situ, et qui dépassent souvent celles des courants marins côtiers. De plus, certaines espèces ont une vitesse de nage relative par rapport à la longueur de leur corps, qui va les placer sur le top 10 des êtres vivants, avec quelques autres bactéries, les plus rapides au monde. Donc ça questionne ce terme dictyoplancton, donc ichtyo c'est poisson, plancton c'est qui dérive avec les courants, puisque là en fait on va plutôt parler de necton. Le fait de prendre en compte ce stade extrêmement dispersif, ça va être très important pour la conservation, puisque au contraire du milieu terrestre, on ne va pas avoir un débordement autour de la zone protégée, à part éventuellement au niveau de la phase œuf, mais on va avoir au contraire les larves qui vont être emportées très au large et qui vont y mourir s'il n'y a rien pour qu'elles puissent s'y installer pour les espèces côtières. Donc en fait,
cette population-là, bah, les poissons vont être protégés, mais ils vont finir par mourir de vieillesse en étant peu ou pas réalimentés par des larves. D'où l'importance, si jamais par exemple on met une île ici, d'y placer une aire marine protégée, de manière à assurer que la dispersion puisse se faire entre ces deux zones protégées et qu'il puisse également y avoir une connectivité dans le réseau, c'est-à-dire de la connectivité, de la dispersion multigénérationnelle. Le problème, c'est que cette connectivité, elle est très rarement prise en compte, et en plus, les aires marines protégées couvrent une surface tout à fait insuffisante du globe. Pourtant, on a un exemple qui est frappant, à la Grande Barrière de Corail australienne, pour ce mérou, où en fait 33% d'aires marines protégées strictes, c'est-à-dire sans pêche, vont permettre d'assurer le fait que 47% des captures proviennent de ces aires marines protégées. Et en plus, ce réseau, il n'a pas forcément été optimisé pour maximiser la connectivité, mais pourtant, si jamais on arrivait à identifier les sources majeures de larves, les couloirs de dispersion et les puits majeurs de larves à une échelle régionale, eh bien, on pourrait appliquer sur ces différentes zones des mesures de conservation différentes, de manière à atteindre l'objectif des 30% pour 2030. On en est encore un petit peu loin, tout en optimisant le réseau d'aires marines protégées, de manière à préserver la connectivité. Pour identifier la connectivité, et donc, pour identifier les sources majeures et les puits majeurs de larves, on peut utiliser des modèles biophysiques qui se composent d'une composante physique qui nous permet d'avoir une estimation continue des sources et des puits, qui va également utiliser voilà, des courants marins, de la température en fonction de la profondeur, mais aussi une composante biologique, puisqu'on va relâcher des particules qui vont être dotées de propriétés biologiques dans ce domaine et on va regarder où est-ce qu'elles s'installent, sur quel récif est-ce qu'elles s'installent. Donc elles vont être dotées de propriétés biologiques comme l'âge ou la taille, mais malheureusement, cette composante biologique est très souvent ultra simplifiée par rapport à la composante physique qui est au contraire très complexe, malgré le fait que des modèles biophysiques comme Ichthyope permettent d'implémenter de nombreux paramètres de la vie larvaire. Cela, ça s'explique par le fait qu'on a un fort manque de données, puisque la plupart des poissons marins n'ont pas de stade larvaire décrit, et pour le reste, il est souvent très méconnu. Pourtant, résumer la vie pélagique à seulement un seul paramètre, qui est souvent en fait la durée que passent les larves en milieu pélagique, eh bien, c'est très réducteur, puisque vous le voyez ici, il y a de nombreuses stratégies de reproduction qui vont directement avoir une influence sur les larves. De plus, à partir de l'éclosion, vous pouvez voir qu'en fait, on a un épisode de mortalité massif ici, qui correspond à l'ouverture de la bouche qui peut se faire avec des malformations, qui correspond également parfois à une mauvaise correspondance avec la présence de proies et de prédateurs dans la colonne d'eau. Ce qui fait qu'en fin de stade larvaire, on parle généralement de 4 larves qui survivent sur 1 million d'œufs pondus. On a ensuite le stade flexion qui va se commencer avec la courbure de la notocorde vers le haut et se finir avec l'ossification des nageoires complètes, ce qui permet aux larves d'adopter un mode de nage réellement efficace. Et enfin, on aura un stade post-flexion qui va souvent être relativement long et qui va lui aussi se terminer par une métamorphose morphologique qui va se traduire généralement par des changements de coloration, parfois très rapides, qui va également se traduire par la fin de la pousse des rayons des nageoires et le début de la pousse des écailles, avec de fortes différences entre les groupes, par exemple chez les poissons plats, chez qui on a l'œil qui va migrer d'un côté à l'autre. De manière plus générale, la métamorphose, c'est la perte des spécialisations propres à chaque famille à la vie pélagique, puisque, en effet, la métamorphose est souvent concomitante avec l'installation en milieu benthique pour les poissons côtiers, et donc on va perdre tous ces appendices, par exemple ces cornes ici, les plaques osseuses, qui vont leur permettre de résister à une grande diversité de prédateurs au cours de leur stade pélagique. On va également perdre tous les appendices, les extensions du tube digestif, des nageoires et autres, qui permettent aux larves d'imiter des siphonophores, notamment qui sont très urticants. Et donc, comme je le disais, on va finir ce stade pélagique par l'installation. Sauf que parfois, pour certains groupes, on va avoir un stade juvénile facultatif,
qui se produira en milieu pélagique. Donc ça peut s'expliquer par deux choses. Premièrement, le rafting, c'est-à-dire la capacité en fin de stade larvaire à s'associer à un objet flottant ou même à un animal comme une méduse. Donc c'est principalement quand même des associations avec des algues, même si ça peut parfois se faire sur du plastique. Et parfois ça va se faire durant toute la vie du poisson, donc jusqu'à la phase adulte, voire même jusqu'à la reproduction. Et on a également un stade juvénile pélagique obligatoire cette fois-ci pour certaines espèces, comme les poissons écureuils, chez qui, vous le voyez ici, la larve n'a pas d'écailles. Ici, on voit très clairement les écailles. Et ensuite, après, on a la perte du rostre lors de l'installation en milieu benthique. Dans le cadre de cette thèse, j'ai donc essayé d'implémenter euh, la complexité du stade larvaire grâce à différentes approches. Tout d'abord, grâce au développement de méthodologies pour essayer de faciliter l'estimation de l'âge, l'identification génétique et également l'estimation des capacités de dispersion active des larves dans le deuxième chapitre. J'ai également essayé, dans le cadre du troisième chapitre, de coupler de nombreuses données acquises sur le terrain avec les données qui étaient disponibles, enfin un maximum, dans la bibliographie depuis le 19e siècle. Et enfin, j'ai essayé d'utiliser ces données-là pour implémenter des modèles biophysiques de la connectivité qui soient le plus réalistes possible. Dans le premier chapitre, l'objectif était donc d'estimer l'âge et de faire de l'identification génétique grâce à une nouvelle méthodologie de séquençage qui se nomme nanopore. En effet, l'estimation de l'âge est très complexe chez les poissons, puisqu'en fait, elle se base sur des pièces calcifiées de l'oreille interne qui vont grandir au fur et à mesure de la croissance du poisson, mais qui sont très longues et complexes à préparer, puisqu'il faut faire une petite coupe transversale très fine pour pouvoir lire les stries journalières de croissance et donc en estimer un âge. C'est pour cela que j'ai essayé d'explorer la possibilité d'estimer l'âge des larves à partir de nouvelles méthodes, en particulier à partir de l'ADN, et non pas à partir du raccourcissement des télomères qui est trop imprécis, mais à partir de l'épigénétique. Donc l'épigénétique, ce sont les modifications du génome qui vont se faire soit par condensation des histones, soit par fixation d'un groupement méthyle sur l'ADN, et qui vont empêcher l'expression de certains gènes, puisqu'en effet, on a un génome qui est constant tout au long de notre vie, et évidemment, on n'exprime pas du tout les mêmes gènes quand on est un enfant que quand on est un adulte. J'ai essayé donc de mettre en place une horloge épigénétique, ce qui a très peu été fait pour les animaux non modèles, c'est-à-dire que j'ai essayé de relier l'âge chronologique avec l'âge épigénétique pour des individus pour lesquels on connaissait l'âge chronologique, en bleu, de manière ensuite à pouvoir seulement avec l'âge épigénétique estimer l'âge de ces individus-là. J'ai également utilisé la méthodologie de séquençage nanopore. Donc cette méthodologie de séquençage, elle consiste à faire passer une molécule d'ADN dans un nanopore. Et en fait, la perturbation du flux ionique qui va être engendrée par le fait que chacun des nucléotides est différentiellement chargé, eh bien, va pouvoir être détecté et converti en est-ce que c'est un A, un T, un G ou un C. Et également, on va pouvoir déterminer s'il y a un groupement méthyle CH3 fixé sur le nucléotide. Enfin, j'ai essayé pour la première fois de déterminer l'âge des larves à partir non pas d'ADN tissulaire, mais d'ADN environnemental, puisqu'une étude avait suggéré qu'il y avait des différences de méthylation sur l'ADN environnemental au cours de l'âge pour un escargot aquatique. Ce travail, je l'ai fait dans la station de Sète, où j'ai prélevé tous les 2 jours de l'ADN environnemental de larves de bar. Et ensuite, j'ai séquencé cet ADN environnemental grâce à la technologie de séquençage nanopore. Donc, vous voyez, c'est un séquenceur qui tient dans la paume d'une main, de manière à essayer de détecter quels étaient les sites différentiellement associés à l'âge, c'est-à-dire avec une méthylation qui évoluait selon l'âge du poisson. Ces sites-là, ils m'ont permis d'estimer de manière très précise, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais, l'âge des larves, donc une précision de 2,6 jours, même si quand on divise par la gamme d'âge relativement courte que j'ai considérée, on est un peu en dessous de la moyenne. De plus, ces sites associés à l'âge, je les ai uniquement détectés sur le mitogénome, et cette technologie de séquençage nanopore permet, en effet, de générer de manière assez facilitée des mitogénomes de novo, donc ça je l'ai montré après pour d'autres espèces,
Et donc, sur ces mycogénomes, en fait, ça va être intéressant non seulement pour estimer l'âge, mais aussi pour estimer l'identité génétique des larves, puisqu'en fait, on va y retrouver tous les marqueurs qui permettent de faire cette identification génétique. Donc, les mythogénomes vont nous permettre non seulement d'alimenter les banques de référence pour plusieurs gènes, mais également de faire de l'identification des larves sur la base de plusieurs marqueurs moléculaires, et donc de s'affranchir des biais qu'ils peuvent avoir, et également de bénéficier de leurs différentes bases de référence. En termes de perspective, on est maintenant en train de travailler sur est-ce qu'il est possible d'estimer l'âge à partir d'ADN environnemental prélevé dans l'environnement, donc ici enrichi en différents stades. Et vous le voyez, ces collectes-là, on les a fait lors d'une mission, la mission Adlifish aux Maldives. On a également fait ce type de collecte en Guadeloupe lors de la mission Ictioguada. Et vous voyez notamment ici que euh, voilà, que notre bateau océanographique était de taille tout à fait conséquente par rapport à celui des douaniers qui étaient venus nous contrôler. De manière générale, lors de ces missions, j'ai pu collecter plus de 300 espèces de larves, ce qui m'a notamment permis d'enrichir des banques de données génétiques, mais également, donc pour la Guadeloupe, mais également ce travail hop, est en cours pour les Maldives, pour presque 600 individus. Donc maintenant, je vais essayer de vous présenter mon travail sur l'estimation des capacités de dispersion active des larves, donc une deuxième méthodologie que j'ai tenté de développer. En effet, il existait des méthodes existantes, donc notamment celle de Leigh et al. En 1996, qui avait inventé un système accroché sous la main qui permettait, tout en suivant les larves en plongée, de noter les chiffres d'un flux-mètre qui mesure la distance avec l'hélice qui va tourner, et d'un compas pour mesurer l'orientation des larves toutes les 30 secondes, même si la difficulté d'application de ce protocole de noter toutes les 30 secondes en plongée tout un tas de paramètres et de suivre des larves toutes petites avait limité son utilisation quasiment seulement à ses concepteurs. Et il y avait également deux autres systèmes qui permettaient seulement de mesurer la vitesse de nage en laboratoire, en mettant les larves dans un couloir de nage et en augmentant la vitesse du flux de manière incrémentielle, ou alors en plaçant les larves sous une bouée dans une arène transparente, filmée enfin, par le dessous par une caméra, ce qui permettait d'estimer la direction des larves, mais pas leur vitesse. Le problème, c'est que les mesures forcées de nage en laboratoire sont très largement supérieures aux mesures qu'on observe in situ, et que les mesures qu'on obtient avec le disque, donc la bouée, sont très longues à acquérir et sont souvent assez similaires avec les données qu'on obtient in situ. Donc il y a peu d'effet du plongeur. Et ici, on voit dans cette méta-analyse que la plupart des larves, c'est ce qui est au-dessus de la courbe en bleu, vont utiliser des preuves externes dans l'environnement pour s'orienter. J'ai donc essayé d'optimiser ce nouveau protocole de mesure des capacités de dispersion en plongée. Pour cela, j'ai mis en place une platine sur laquelle était fixé un débitmètre, sur laquelle était également fixé un logger qui contenait un gyroscope, un accéléromètre et un magnétomètre, ce qui me permettait de reconstituer la position des plongeurs de manière très précise en 3D. Euh, de manière générale, ce protocole, il consistait en un opérateur qui suivit la larve entre 1 et 3 mètres de distance et qui était lui-même suivi par un assistant opérateur qui se chargeait de sa sécurité avec des limites de sécurité strictes, donc 20 mètres max, 5 minutes max, etc. Et également des plongeurs de sécurité et des surveillants de surface, de manière à assurer la sécurité sur ce protocole de plongée où en fait on relâchait les larves à partir d'un petit sac à 5 mètres de profondeur. Mais le problème, c'est que certaines larves, vous le voyez, aller très rapidement en profondeur. Donc c'est pour ça qu'il fallait également sécuriser ce protocole. De manière plus générale, cette expérimentation commençait par la capture des larves, ce qui n'est pas peu simple, l'individualisation des individus d'intérêt, leur identification, la prise en photo, la calibration du logger selon le champ magnétique local, ensuite un test à la surface pour confronter le logger à un GPS, puisqu'on capte le GPS qu'à la surface. Après cela, on faisait les suivis généralement avec un très bon taux de réussite. Et ensuite, au bout de 5 minutes, on essayait de recapturer les larves, ce qui marchait dans 67% des cas. Donc ici, bien évidemment, c'est un adulte, hein. Mais là, je vous ai mis la larve de la même espèce.
puisqu'en effet, quand on recapturait les larves, on calculait tout un tas de paramètres morphométriques sur des photos prises sur fond noir et sur fond blanc, que vous avez déjà pu voir dans cette présentation. Et ici, je vous ai mis un exemple de reconstitution en 3D de la trajectoire du plongeur et donc de la larve qu'on pouvait obtenir très rapidement après les plongées. Donc voici un exemple de ce qu'on voit en plongée. Il faut être très attentif pour ne pas perdre la larve. Je vais vous présenter seulement les résultats pour les Maldives, puisque en fait, aux Maldives, c'était très intéressant, puisqu'on a eu deux sites de lâcher, un au sud-ouest de l'atoll et un au nord. Et en fait, le site qui était au sud-ouest, eh bien, était placé à côté d'une passe naturelle qui relâchait probablement de nombreuses molécules odoriférantes, notamment, ce qui fait que les larves relâchées au sud-ouest s'orientaient généralement entre l'est et le nord, tandis que au nord, elles avaient beaucoup plus de mal à s'orienter vers le sud, donc vers l'atoll. Je vous ai mis un exemple ici pour notre champion de l'orientation, que ce soit en Guadeloupe ou aux Maldives, le barracuda, qui s'orientait, vous le voyez, presque systématiquement vers le nord quand on le relâchait au sud, et vers le sud quand on le relâchait au nord, bien que apparemment celui-là, il s'orientait de manière très précise, mais dans la mauvaise direction. Vous le voyez que généralement, ça se faisait après un petit temps d'indécision. Donc là, généralement, c'est quand elles étaient sensibles à la présence du plongeur. Puis ensuite, on a un changement de trajectoire ici. Et après, la larve continue à nager dans une direction donnée de manière très précise. De manière générale, 74% des larves s'orientaient significativement, pas nécessairement vers l'atoll, mais souvent. Leur vitesse était généralement supérieure à celle des courants marins, donc c'est la barre noire. Et il y avait même certaines larves qui nageaient tellement rapidement qu'en fait on n'a pas pu les suivre. Donc le record qu'on a pu faire, c'est un équivalent à 250 km/h pour un humain. Donc même pour un plongeur, il faut nager vraiment très 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 vite. Comme c'est pas, comme toutes ces données sont quand même coûteuses à obtenir et compliquées à obtenir, puisqu'il faut organiser des missions, ce sur quoi je suis en train de travailler actuellement, c'est d'essayer, à partir de différents prédicteurs morphométriques, de prédire la vitesse de nage des larves. J'ai également pris en compte leur mode de nage, grâce à une nouvelle méthodologie de gradient boosting. Donc ça, je me suis inspiré d'une méthodologie actuelle que j'ai renforcé avec nos connaissances actuelles et avec également un bien plus gros jeu de données, puisque j'avais plus de 500 images, avec des R carrés lors de l'entraînement, donc très proche de 1, une très bonne prédiction pendant l'entraînement. Et ici, vous le voyez, j'ai tenté de prédire pour des pomacentridae, des demoiselles, leur vitesse de nage seulement à partir des photos, puisque vous ne connaissez pas les vitesses de nage pour ces espèces. Et on voit que les mesures pour des espèces du même genre pour lesquelles on connaît déjà la vitesse de nage sont assez similaires, bien que les résultats soient meilleurs et encore perfectibles, puisqu'ils sont un petit peu moins bons pour la vitesse de nage in situ, peut-être moins liée à la surface musculaire et natatoire des larves. Dans le troisième chapitre, l'objectif c'était de coupler tous les traits dispersifs acquis lors des deux missions de cette thèse avec les données de la bibliographie. Une grosse part de temps de cette thèse a été dédiée à l'acquisition des durées pélagiques grâce aux otolithes. Je vous ai présenté ça tout à l'heure pour une quarantaine d'espèces. Grâce aux photos, j'ai également pu mesurer la taille à l'installation puisqu'on collectait les larves au moment de l'installation généralement. Et également ici, vous avez les données de vitesse. Et vous voyez en bleu foncé ou en rouge foncé, ce sont toutes les mesures pour des espèces pour lesquelles on ne connaissait pas ces traits dispersifs précédemment. Donc en fait, ça, j'ai essayé à chaque fois de cibler ces espèces lorsqu'on les capturait, ce qui requiert au préalable une base de données pour pouvoir déterminer pour quelle espèce on connaît un trait et pour quelle espèce on ne le connaît pas. Donc ça, c'est ce qui a occupé la majeure partie de ma thèse. En fait, c'était d'aller chercher, parfois dans des ouvrages vraiment obscurs du début du XXe siècle ou même avant, toutes les informations pour ces traits-là, que ça aille de l'œuf jusqu'à l'installation, avec également des informations sur la position verticale dans la colonne d'eau, la vitesse de nage, les taux de croissance à l'échelle d'un individu. Euh, donc toutes ces informations, je les ai sélectionnées puisqu'elles peuvent être d'intérêt lors de l'étude de la connectivité. J'ai créé 35 bases de données, toutes articulées autour de colonnes générales pour pouvoir assembler les données entre elles. Et également, j'ai pris grand soin de prendre en compte et de reporter dans ma base de données la variabilité statistique, puisqu'en fait, cette variabilité, elle va parfois être très importante chez les larves, donc c'est vraiment important de le prendre en compte.
Et enfin, j'ai essayé de reporter dans cette base de données tout un tas de métadonnées, notamment la température. On y reviendra plus tard. Tout ça, ça m'a permis d'obtenir des tableaux qui, au total, font plus de 47 000 lignes pour 6 900 espèces, même si vous voyez que la répartition en fonction des connaissances entre les différents traits est très hétérogène. Lorsqu'on le regarde, les références, les plus de 3500 références desquelles ont été extraits les traits dispersifs, on voit qu'en fait, il y a eu un pic dans les années 80 et une décroissance récente, alors qu'au contraire, en fait, si on mettait le nombre de modèles biophysiques et de manière générale d'études sur la connectivité, on verrait vraiment une courbe exponentielle comme ça. Donc en fait, on a une mauvaise correspondance entre le besoin de données et l'acquisition de données. De plus, on voit ici que pour toutes les données sur la taille à l'installation et l'âge à l'installation, on a une couverture spatiale qui est globalement ce à quoi on pourrait s'attendre, avec plus d'espèces en milieu tropical, bien qu'il y ait des régions comme l'océan Indien ici, qui soient beaucoup moins marquées, à part, vous voyez ici, la mission qu'on a organisée aux Maldives. Donc maintenant, ce sur quoi je suis en train de travailler, c'est la possibilité d'extrapoler ces traits pour de nouvelles espèces, donc de la même manière que pour la vitesse de nage. Donc pour cela, j'ai commencé à explorer les prédicteurs potentiels des durées pélagiques et j'ai également commencé, donc cela, ça me permet de commencer à travailler sur une éventuelle extrapolation avec des modèles de langage comme ChatGPT à de nouvelles espèces. Enfin, dans le quatrième chapitre, j'ai essayé d'intégrer toutes ces données sur les traits dispersifs pour mettre en place des modèles biophysiques validés par des données génétiques dans l'ouest de l'océan Indien. C'est une région, en effet, où il y a une très importante population côtière, très dépendante des pêcheries, avec également un taux de famine très important. C'est aussi une région où les récifs coralliens sont particulièrement menacés par rapport au reste du globe, avec des prédictions d'ici 2100 vraiment très pessimistes. Hop. Et enfin, c'est une région où il y a beaucoup moins de modèles biophysiques que ce qui sera attendu par rapport à la surface de l'océan Indien. Et c'est également une région qui est sous-protégée, puisqu'on a seulement 7% d'aires marines protégées par rapport à une moyenne de 8% à l'échelle mondiale. Enfin, et surtout, j'ai étudié cette région-là, puisque un jeu de données génétiques tout à fait unique avait été collecté lors de l'ANR ReFish, porté à la fois par l'ETH de Zurich et par l'UMR Marbeck, ici même, qui avait permis de collecter plus de 20 espèces de poissons coralliens, représentatives de plus de 2000 autres sur la base de traits adultes, mais on voit ici en fait qu'elles sont également représentatives de traits dispersifs, notamment le rafting, la vitesse ou la durée pélagique. Et ce jeu de données, il est également unique, puisqu'en fait, il a permis de générer des patrons de différenciation génétique obtenus en regardant le génome dans son intégralité, ce qui a notamment permis aux différentes personnes qui ont travaillé sur ce jeu de données de montrer que génétiquement, il y avait à la fois un effet de l'isolation par la distance, puisqu'il y a des distances entre les récifs coralliens en violet qui sont parfois très importantes, mais également un effet des courants marins, puisque c'est une région tout à fait unique au monde dans laquelle se produit une inversion de certains courants marins en fonction de la saison de la mousson, notamment le courant contre-équatorial. Alors, on ne le voit pas sur ce graphique, mais normalement, hein, il y a une certaine saison où il va dans l'autre sens. Mon objectif était donc d'aller plus loin et de répondre de manière mécanistique à ces deux problématiques. Quelle est l'échelle de la connectivité entre les populations et comment est-ce qu'elle est affectée par ces barrières biogéographiques? Et ensuite, quelles sont les stratégies comportementales dispersives les plus réalistes? Donc là, je vous parlais de patrons de différenciation génétique qu'on obtient à l'échelle du génome en regardant des différences d'un seul nucléotide. Donc ça nous donne une idée de la connectivité entre les populations qui va se creuser sur de très nombreuses générations. Mais on a aussi la possibilité de faire de l'assignation aux parents, ce qui nous permet cette fois-ci de travailler à l'échelle d'une seule génération. Donc c'est de la dispersion. Donc là, on va collecter les larves de poissons au moment où un s'installe sur les récifs. Et grâce à leur ADN, on va essayer de les attribuer à un couple de reproducteurs, ce qui demande néanmoins un effort d'échantillonnage tout à fait conséquent sur la population adulte. Donc
plus de 10 ans de travail a été nécessaire, toujours pour notre Meru, pour acquérir ce jeu de données, cette matrice que vous voyez ici. Et ensuite, les chercheurs ont également fait un modèle biophysique, soit passif, soit un modèle biophysique qui a incorporé des comportements actifs de manière cohérente ou de manière incohérente. Et vous voyez que seulement le modèle, les incorporant de manière cohérente, permettait d'avoir des données qui correspondaient numériquement avec les données obtenues par assignation aux parents. Donc cette étude, elle nous montre deux choses. La première, c'est l'importance de prendre en compte les comportements actifs. Et la deuxième, c'est de faire une validation génétique des modèles biophysiques, puisqu'il y a des dizaines de milliers de modèles biophysiques qui sont publiés, mais très peu qui sont validés par des données empiriques. Hop, voilà. On n'a que 10 comparaisons pour les poissons. J'ai donc essayé d'implémenter tous ces traits dispersifs dans Ichthyop, notamment en développant certains modules de croissance, en prenant en compte la saisonnalité et la zone de ponte, en prenant en compte le fait que les vitesses vont évoluer selon la croissance du poisson, qui va elle-même dépendre de la température, en incorporant les données qu'on avait mesurées en plongée, et également en prenant en compte la variabilité statistique des traits dispersifs, donc par exemple si certaines larves sont athlétiques tandis que d'autres ne le sont pas. J'ai également essayé d'implémenter différentes stratégies comportementales. Donc, c'est des nouveaux modules implémentés dans Ichthyop, notamment le fait que les larves puissent s'orienter de manière aléatoire ou contre le courant, ou alors vers le nord, le sud, l'est ou l'ouest. Également le fait que les larves puissent faire des migrations verticales linéaires, puisque le courant va être moins fort en profondeur, ce qui va potentiellement impacter les patrons de dispersion. Le fait que les larves, en passant proche des récifs, puissent s'orienter vers les récifs selon différentes distances de détection. Et enfin, et ça de manière novatrice pour un modèle biophysique, le fait que, à l'issue du stade larvaire, certains individus puissent faire du rafting, c'est-à-dire puissent faire dériver sur des objets flottants de manière complètement passive, donc à la merci des vagues et du vent. Hop. Ah. Et donc aussi, ce que j'ai essayé de faire, c'était de transformer les matrices fournies par le modèle biophysique, puisqu'en fait, elles nous fournissent des matrices de dispersion à l'échelle d'une seule génération. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, les matrices que l'on obtient avec la génétique, c'est des matrices de connectivité, donc à l'échelle de plusieurs générations. Donc pour ça, j'ai essayé de le faire de deux manières, soit en regardant la connectivité explicite, c'est-à-dire l'effet de population intermédiaire, soit en regardant la connectivité implicite, c'est-à-dire le fait que une population ancestrale va envoyer des individus à deux autres populations, par ailleurs déconnectées, ce qui va tout de même faire que il y aura un patron de différenciation génétique qui sera peu marqué. Là, vous avez un exemple pour deux générations, mais je l'ai fait après pour beaucoup plus de générations. Tout ça, ça m'a permis d'obtenir un très grand nombre de matrices biophysiques, que j'ai également comparées avec de nombreuses matrices génétiques obtenues selon différents critères et paramétrisation des différents modèles génétiques, donc soit dans le choix des SNP les plus informatifs de la différenciation géographique, soit en fonction de la paramétrisation du modèle qui m'a permis d'estimer des taux de migration asymétriques. Et ici, vous avez un exemple pour le modèle biophysique. Qu'est-ce que ça nous donne au final? Donc, pour ici, cette espèce de poisson écureuil qui a une vitesse de nage assez élevée, on voit ici que un modèle purement passif donne des trajectoires menant à une installation benthique réussie complètement différentes d'un modèle qui va incorporer des vitesses de nage. Et ça va également être très différent quand on incorpore un comportement de rafting après le stade larvaire, bien que la phase larvaire soit passive. En termes de génétique, voici les résultats. Donc, on a de fortes différences de taux de migration asymétrique. Donc, quand c'est vers le haut, c'est que ça va vers l'ouest. On avait plus de taux de migration génétique vers l'ouest. Et vous voyez également qu'en fait, les flèches, certaines ne sont pas trop présentes, voire même ici, on va avoir une isolation génétique des deux populations, c'est-à-dire un flux de gènes beaucoup plus faible que ce qui serait attendu. Donc, c'est ce qui est représenté en bleu. Et ça s'explique toujours par deux choses, hein, on est retombé sur nos pattes, soit par l'isolation, par la distance entre les récifs coralliens, soit par la résistance, et en particulier par les courants, l'effet des courants de surface.
Donc, ces deux effets étaient généralement très corrélés, ce qui nous a permis d'isoler deux clusters différents qu'on va résumer par le fait que certains ont un patron de différenciation génétique et d'autres n'en ont pas en rouge. C'est ce que je vous ai mis ici avec le nom des espèces. Maintenant, si on regarde comment, quand on compare les modèles biophysiques et les modèles génétiques, eh bien, on voit que c'est seulement lorsque l'on prend en compte le rafting que l'on a la meilleure correspondance entre les matrices génétiques et biophysiques, donc ce qui est mesuré par le R carré. C'est également lorsqu'on prend en compte le fait que dans une population, certaines larves vont avoir des traits dispersifs minimum, d'autres vont avoir des maximums, d'autres vont avoir des traits dispersifs moyens, qu'en fait on a la meilleure correspondance entre les deux matrices. Et enfin, c'est aussi quand on prend en compte différentes stratégies d'orientation dans une même population que l'on a les résultats enfin la meilleure corrélation entre les matrices. Donc là, ici, c'est quand on prend à la fois des orientations vers le nord, le sud, l'est ou l'ouest, différentes selon les individus. C'est un peu ce qu'on avait observé en plongée. Enfin, cette comparaison, elle montre également l'importance de regarder la connectivité à l'échelle de plusieurs générations, puisqu'en fait, par rapport à de la dispersion à l'échelle d'une seule génération, on voit que c'est seulement en prenant en compte l'effet de la connectivité implicite, c'est-à-dire des populations ancestrales, qu'on a la plus grosse augmentation de R carré. Et cette augmentation-là, elle va également, la correspondance va également être meilleure quand on considère plus de générations. Donc ici, on s'est arrêté à 30 pour des raisons de calcul, mais on peut imaginer que la correspondance aurait éventuellement pu augmenter en regardant plus de générations. Tout ça, ça nous a permis d'obtenir des R carrés moyens, donc de correspondance moyenne entre les matrices, beaucoup plus élevés que ce à quoi je m'attendais, avec pour plusieurs espèces des R carrés maximum à plus de 0,70. Et en regardant les meilleurs modèles biophysiques, donc sélectionnés par comparaison avec la génétique, on peut répondre à notre première problématique qui était quelle est l'échelle de la connectivité dans l'océan Indien. Donc généralement, ce qu'on étudiait, c'était l'échelle de la dispersion, qui suit quasiment toujours une loi de puissance comme ça, c'est-à-dire avec une probabilité de connexion entre deux populations sur la distance qui va décroître très rapidement. Mais en fait, si on regarde la connectivité implicite, donc la plus réaliste, on voit qu'on n'a pas du tout les mêmes courbes. Donc pour les espèces qui ont un patron de différenciation génétique, on voit que c'est une courbe qui va être exponentielle, tandis que pour les espèces qui n'en ont pas, c'est carrément une courbe qui va être linéaire. Donc ça va complètement changer la distance moyenne de connexion entre deux populations. On va avoir presque 2 km dans ce cas-là, en moyenne. Donc si on illustre un petit peu ça avec des cartes, vous voyez que pour les espèces qui ont un patron de différenciation génétique, on a les Maldives et Chagos qui sont fortement isolés du reste, avec ici par contre une zone avec beaucoup plus de, euh, de connexion que ce qui serait attendu. Et quand on représente les événements de connexion à plus de 500 km, on voit qu'en fait, effectivement, ce réseau-là est bien connecté. Par contre, il y a très peu de flux au travers de la barrière du centre de l'océan Indien. Donc ces flux-là sont très rares puisque c'est des flux comme il n'y a pas de stepping stone, comme il n'y a pas de population intermédiaire, et bien qui doivent se faire à l'échelle d'une seule génération. Par contre, si on regarde pour les espèces qui ont un patron de différenciation génétique, on voit que les Maldives et Chagos sont beaucoup moins isolés du reste, et effectivement, il y a beaucoup plus de connexions entre les deux, voire même de connexions directes des Maldives jusque à la côte somalienne. Donc ça nous montre deux choses. La première, c'est que grâce au modèle biophysique correctement paramétré, on a pu estimer des trajectoires de larves qui correspondaient au modèle génétique et au patron de différenciation génétique qu'on observait. Et la deuxième, ça m'a permis en fait de regarder après beaucoup plus en détail quel était par exemple l'effet de la mousson ou quel était l'effet des stratégies de larvaires sur le fait que les larves traversent cette barrière ou bien éventuellement aussi d'autres barrières au nord des Maldives. Donc maintenant, pour conclure cette présentation, je vais tout d'abord vous résumer les avancées qui ont été faites. Dans le premier chapitre, j'ai pu mettre en place une méthode, une preuve de concept pionnière dans le nouveau domaine de l'épi-DNA, c'est-à-dire de l'étude de l'épigénome de l'ADN environnemental, pour estimer l'âge des larves de poissons.
Et j'ai également pu explorer les possibilités de génération de mythogénomes de novo, c'est-à-dire sans référence, et aussi d'identification génétique sur la base de plusieurs marqueurs. Et enfin, pour plusieurs centaines d'espèces, avec la Guadeloupe, j'ai pu alimenter les banques de références génétiques locales pour faciliter les prochaines études dans cette région. Grâce au deuxième chapitre, j'ai pu automatiser, standardiser, simplifier et sécuriser un nouveau protocole de tracking in situ par rapport à celui qui était existant, ce qui m'a permis de mesurer les capacités de dispersion active de nombreuses espèces de larves. Et également, j'ai pu montrer qu'il était possible d'extrapoler les vitesses de nage seulement à partir de photos. Dans le troisième chapitre, j'ai pu mettre en place des bases de données de traits dispersifs pour plus de 35 traits dispersifs grâce à des données acquises sur le terrain, mais également grâce et surtout à la bibliographie. Et enfin, je suis en train d'explorer la possibilité d'extrapoler ces traits dispersifs pour de nouvelles espèces. Dans le dernier chapitre, enfin, nous avons pu implémenter de nombreux modules, nouveaux modules comportementaux dans le modèle biophysique ICTIOP, qui nous a permis de démontrer l'importance des comportements sur le réalisme des modèles biophysiques par validation génétique. Dans ce chapitre-là, j'ai également pu étudier à quelles échelles se faisait la dispersion par rapport à la connectivité. Et enfin, j'ai pu comprendre de manière beaucoup plus fine quelle était la perméabilité de ces barrières biogéographiques qu'on nomme soft barrières, puisqu'elles laissent passer quand même certaines espèces selon leurs traits dispersifs, et également selon la saison. Donc en termes de perspective, maintenant, on peut se demander comment va évoluer la connectivité dans l'océan Indien, puisqu'on y prévoit des augmentations de température selon les différents scénarios de changement climatique d'ici 2100 très importantes. Et mes bases de données où et j'ai notamment référencé la température m'ont également permis de montrer que la durée de l'incubation, l'âge à l'absorption, l'âge à la métamorphose et même la vitesse de nage vont toutes être négativement influencées par la température. Euh, donc ça va avoir des impacts par exemple sur la vitesse de nage relative, chose qui est directement implémentable dans HitJob puisque ça dépend déjà de la vitesse de nage relative. Et en effet, tout ça, ça s'explique par des ralentissements des accélérations, pardon, du taux de croissance qui vont être plus marqués pour les espèces d'eau froide que pour les espèces de milieu tropical. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pu montrer pour de nombreuses espèces grâce à ma base de données qui référence à l'échelle de l'individu les taux de croissance larvaires. Et vous voyez que selon le pire scénario du changement climatique, en fait, on a ici quasiment une réduction par deux de la durée passée en milieu pélagique. Ça, c'est encore quelque chose qu'on va pouvoir prendre en compte dans Eclipse. Enfin, on a pu montrer de manière mécanistique pour la première fois l'importance du rafting sur la dispersion, la connectivité des larves de poissons. Et donc, on peut se demander quel va être l'impact de l'augmentation des macroplastiques en mer qui n'est pas prêt de s'arrêter selon le scénario business as usual. On peut également se demander quel est l'impact de l'augmentation de vélocité du contre-courant sud-équatorial. Donc, c'est le courant qui change d'orientation en fonction de la mousson et qui crée cette barrière biogéographique, notamment entre les Seychelles et les Maldives. Et enfin, on peut se demander quelle va être l'effet de la perte de surface corallienne très importante prévue d'ici la fin du siècle, à la fois sur les zones d'émission de larves, mais également sur les zones où elles vont pouvoir s'installer. De manière générale, tout ça, ça questionne sur le fait de créer un réseau d'aires marines protégées qui soit non seulement optimal dans le présent, donc ça reste à évaluer, mais également qui soit optimal dans le futur, notamment pour maximiser sa résilience par rapport au changement climatique. Donc tout ça, c'est quelque chose qui va pouvoir être maintenant étudié, notamment grâce au modèle ICTIOP. Et dans le futur, ce qui pourrait être implémenté également, ce serait la disponibilité et la qualité nutritionnelle, les effets que ça peut avoir sur différents aspects de la phase larvaire, notamment la durée pélagique, comme le suggèrent mes bases de données. Puisqu'en effet, la productivité primaire, elle va directement être corrélée à l'abondance en zooplancton, qui va éventuellement pouvoir causer des famines chez les larves. Et on voit en effet qu'il y a des zones dans l'océan Indien d'ici 2100 qui vont être particulièrement touchées par ce genre de problème.
Donc maintenant, on va passer aux remerciements, puisqu'il y a de très nombreuses personnes qui ont été impliquées dans cette thèse. Tout d'abord, mes encadrants et mes co-encadrants de thèse, euh, Jacques, Fabien et Camille, qui est en visio, qui m'ont accompagné tout au long de cette thèse, m'ont permis de monter ce projet de A à Z, ont également fait confiance à toutes mes idées, parfois les plus loufoques. Donc, merci beaucoup à eux pour leur soutien. Hop. Merci également à David. Oups. Ah, on est passé un peu trop vite. Merci à David de me permettre de continuer à travailler sur ce sujet l'année prochaine et à explorer ces questions, notamment de changement climatique. Hop. Merci également à tous mes collaborateurs qui ont eu l'audace de me suivre pendant les missions en Guadeloupe et aux Maldives, notamment en plongée à la poursuite des larves, ce qui n'était pas forcément évident. Et enfin, à tous mes collaborateurs, que ce soit mes collaborateurs de Montpellier, de Zurich ou même d'ailleurs, qui m'ont grandement aidé au laboratoire pour la modélisation, pour constituer les bases de données. Et merci également à tous les autres que je n'ai pas pu évoquer ici et qui sont pourtant nombreux. Merci également à tous mes stagiaires, tous les stagiaires que j'ai eu la chance d'encadrer dans le cadre de ma thèse, que ce soit à l'Université des Antilles pour Elvin et Raphaël, ou bien à l'Université de Montpellier, et que ce soit pour faire de l'autolithométrie pour Iris, Marion, Leïla et Ilana, ou alors également pour travailler sur les bases de données de traits dispersifs dans le cadre de Yanis, Austin, Marion, encore une fois, puisqu'elle était revenue pour un deuxième stage avec nous, Juliette et Théo. Donc voilà, un grand merci à eux pour leur implication. Sans eux, ce travail-là n'aurait pas pu vous être présenté. Merci également à toute ma famille et mes amis qui m'ont permis, non seulement pendant la préparation de cette thèse, mais également durant son accomplissement, pendant les 3 ans de cette thèse, de passer d'excellentes aventures, parfois aux quatre coins du monde. Tout ça dans un cadre extrêmement plaisant, voire même très rigolo, et notamment de m'avoir permis de me replonger sous l'eau dans les périodes où j'étais sous l'eau au sens figuré, et bien d'y retourner cette fois-ci au sens propre, ce qui m'a fait le plus grand bien. Enfin, je remercie ma maman, ici présente, pour avoir corrigé mon manuscrit de thèse pendant de très longues heures. Voilà. Grand merci à elle parce que c'était pas évident. Et enfin, pour finir cette présentation, eh bien, je vous mets ici le nom des différents articles qui ont été publiés dans le cadre des 2 premiers chapitres, et également des articles qui seront soumis dans ces différentes revues, dans le cadre du 3e et du 4e chapitre. Vous pouvez aller y jeter un œil, ou vous pourrez aller y jeter un œil, je vais le faire d'ici quelques temps, pour en apprendre plus sur ce travail. Merci à tous et toutes pour votre attention, et je pense qu'il est temps que je me taise.